Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 5e épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Vous connaissez la musique, vous êtes et serez toujours les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Nous sommes toujours friands de vos retours, qu'ils soient positifs ou non d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, nous remercions comme toujours nos fidèles qui relaient nos podcasts et articles. Merci beaucoup les amis. L'AFC Corner nous embarque aujourd'hui en Chine pour mettre les choses au clair en ce qui concerne une image d'Épinal choyée par les médias européens. Y a-t-il donc des projets sportifs en Chine ? Mais avant cela, on passe par la case des petites brèves de la balle orientale. Nous étions quittés sur un podcast spécial Ligue des Champions de l'AFC, et bien la 3e journée vient à peine de se terminer. Dans la zone Est, Kashima Antlers, Jeonbuk et Shanghai SIPG ont pour le moment fait honneur à leur statut et semblent avoir un bon pied en 8e à mi-parcours. On ne peut en revanche pas en dire autant du Sydney FC, de Kawasaki Frontale et de Kichi qui n'ont récolté respectivement qu'un petit point pour les deux premiers et une bulle pour le dernier cité. Mention spéciale pour les Hongkongais d'ailleurs qui affichent une différence négative de 10 buts, 10 prix, 0 marqué, chapeau. La belle surprise vient du Buriram United. L'équipe thaïlandaise fait en effet jeu égal avec Guangzhou Evergrande, Cerezo et Jeju dans un groupe G où tout le monde est encore plus ou moins au coude à coude. À l'ouest, c'est le groupe C qui garde le plus de suspense. Si les Émiriens d'Al Wassel égalent la performance de Kichi à l'est, la scandaleuse différence de but en moins, Persepolis, Al-Sadd et Nassaf passent le col avec chacun 6 points dans la besace. Dans les autres groupes, les Saoudiens d'Al-Lali, les Qataris d'Al-Douail et les Iraniens d'Esterlal ont pris une bonne option sur la qualif, tandis qu'Al-Wahda, le Tractor Sazi et Al-Wassel donc peuvent déjà se consacrer à d'autres projets. En première ligue perse, si les débats s'acheminent tranquillement vers le sacre de Persepolis, un petit événement est venu troubler l'ordre établi. Dans le derby de Téhéran, qui oppose justement le leader au Esterlal, c'est le Taj, entraîné par Winfried Schaffer, qui l'a emporté grâce à un but plein d'opportunisme de Nemati à la 35e, dans une rencontre où chacun aura eu sa mi-temps. L'armée rouge de Branko Ivankovic ne tremble pas pour autant, avec 15 points d'avance sur le Zobahan, son dauphin, à 5 journées de la fin et une différence de but de plus 31, Persepolis est officieusement déjà champion. Courtisé par Buriram et le Malaisien Kedah, le capitaine du Vietnam de 27 ans Nguyen Van Kiet, pardonnez-moi pour l'accent, restera finalement au Hanoï FC pour la saison à venir, non sans avoir obtenu une petite revalorisation salariale. La V-League reprendra ses droits le 10 mars. Au Japon, en Corée et en Chine, les choses sérieuses ont déjà repris en revanche. Les guides de ces 3 championnats sont d'ailleurs disponibles sur Lucarne Opposé, foncez-y. En G-League, après 2 journées, c'est le trio Nagoya Grampus, Sanfrecce Hiroshima et Vegalta Sendai qui virent en tête avec un 100% de réussite. Tout l'inverse de Gamba Osaka et de Jubilo Iwata qui occupent les places de relégables avec un 0 pointé. Du côté de la K-League, Jeju et Séoul se neutralisent dans l'affiche de cette première journée, tandis que l'ambitieux Suwon se fait surprendre à domicile par Shunnam, 2-1 pour les Dragons. Une grosse affiche, il y en avait également une belle en Chinese Super League, puisque les deux Guangzhou s'affrontaient dans un derby qui a fait parler la poudre. Un triplé d'Alan côté Evergrande, un autre de Zahavi côté RNF, ce sont finalement ces derniers qui l'emportent par 4-5. RNF a mené 2-0, puis Evergrande a renversé la vapeur 3-2, puis RNF a réagi 4-3, avant de voir Goulard égaliser 4-4 pour que Xiaoxi terrasse le Tigre à la 75e. Quel spectacle! Du spectacle d'ailleurs, il y en a également eu à Shanghai où le promu Dalian Yifang de Carrasco s'est fait salement bisuter par SIPG 8-0, score final. Pour en revenir au derby de Guangzhou, il en est un pour qui la défaite d'Evergrande sera un petit peu plus douce. Son coach Fabio Cannavaro, dont le salaire a été révélé par le Daily Mail. Avec un peu moins de 12 millions d'euros annuels, l'ancien capitaine de la Squadra Azzurra devient le technicien le mieux payé de Super League. Eh bien, venons-en en fait, tiens. Les sommes colossales investies pour attirer des vedettes européennes et sud-américaines par un football chinois dont beaucoup doutent encore de la véritable profondeur de sa culture du ballon rond soulèvent encore et toujours la même question. Y a-t-il véritablement des projets sportifs dans l'Empire
du milieu. Et pour évoquer ce sujet un peu épineux, ma foi, eh bien, quand on dit Chine, quand on dit Empire du Milieu, sur Lucarne opposée, on dit Sébastien Lucas. Comment vas-tu, Sébastien ? Bonjour Simon, écoute, ça va bien, on est sous la neige, mais avec un petit périscope, on arrive à voir la surface. Ah oui, c'est ça, faut sortir, vous faites en sous-marin, ouais, d'accord. C'est à ce point-là, Ah, ça va, 30 cm sur Montpellier, ça va, on va survivre. Ouais, c'est vrai que dans le sud, vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir de la neige. Mais de la neige, tu me diras, il y en a en Chine, et peut-être que Monsieur Carrasco va aller faire un peu de ski. Je sais pas s'il y a des stations, en tout cas. Il doit y en avoir, puisqu'il y aura les JO de Pékin, JO d'hiver en 2022, du coup. Enfin bref. Mais donc, voici notre sujet. Comme vous le savez, récemment, Yannick Carrasco, joueur belge, Ferreira Carrasco, joueur belge de l'Atlético de Madrid, a signé dans un club chinois que tu vas me rappeler. D'un coup, j'ai un trou de mémoire. Alors, c'est le Dalian Yifang qui a été promu la saison dernière après avoir remporté la China League One et qui vient d'être acheté par le milliardaire, même multimilliardaire du groupe Wanda, Wang Jianlin, qui avait acheté 20% des parts de l'Atlético Madrid et qui a tout revendu ou quasiment pour racheter le club de son cœur, le Dalian Yifang. D'accord, donc voilà, il y avait committance entre le Dalian Yifang et l'Atlético Madrid via Vanda. Enfin, il y avait, puisque comme tu le dis, il a revendu ses parts. Mais donc voilà, Yannick Ferreira Carrasco, international belge, joueur fort reconnu en Europe, est parti en Chine et inévitablement, ça a créé un tollé sur Internet. Évidemment, quand je dis tollé, je parle des réactions des internautes, des réseaux sociaux, pardonnez-moi. Voilà, alors on se moque du départ, on dit que c'est un mercenaire, qu'il parle pour l'argent, et il y a aussi même, voilà, sans parler des articles qui sont condescendants à ce sujet. Donc là, on parle de journalistes professionnels qui laissent entendre dans beaucoup d'articles que ce départ ne peut que être motivé par l'argent. Et alors là, la crise de rire pour la plupart des gens, c'est quand Yannick Carrasco comme l'avait fait auparavant un Axel Witsel, je crois, ou même bien d'autres, quand Yannick Ferreira Carrasco a évoqué le fameux projet sportif, c'est-à-dire qu'on lui a demandé pourquoi il partait là-bas, il a dit qu'il partait pour le projet sportif. Et là, donc, c'est la crise de rire sur Internet pour que ce soit les internautes ou les journalistes. Il ne peut pas y avoir de projet sportif en Chinese Premier League, ce championnat qui a une réputation totalement artificielle, qui a une réputation de championnat artificiel. Alors ma première question, elle est toute simple, c'est y a-t-il oui ou non des projets sportifs en Chinese Premier League? Alors en Chinese Super League, donc on a bien sûr il y a des projets sportifs. Après ça dépend ce que l'on entend projet sportif. Ces dernières années, on a eu, je vais reprendre l'exemple de Guangzhou Evergrande, le groupe Evergrande qui a racheté le Guangzhou Pharmaceutical, je crois que c'était en 2009, 2010. Et son projet était de remporter le championnat et de devenir l'un des plus grands clubs d'Asie. Et force est de constater que ça a marché. À l'époque, ils ont recruté El Caisson, Dario Conca, etc. Et déjà, ça avait fait un petit peu de bruit en Amérique du Sud, car Dario Conca avait été nommé meilleur joueur du CONMEBOL, je crois. Donc du coup, oui, il y a des projets sportifs là pour du côté de Dalian Yifang, il y a clairement un projet sportif c'est des ambitions pour Wang Jianling qui a décidé de racheter le club et son objectif étant il avait annoncé il y a quelques années qu'il reviendrait dans le football si le Guangzhou Evergrande dominait trop la Chinese Super League et donc il l'a fait. Un projet sportif, oui aussi, car le club vient d'être promu.
Donc, pour faire venir des gens au stade, tu as besoin de joueurs, de très grands joueurs. Sinon, le stade sera faiblement rempli. Ensuite, tu vas aussi affronter des grands joueurs et un autre style de jeu, une autre ambiance, une autre culture. Alors, bien sûr, c'est pas l'Europe, c'est pas le niveau européen, mais j'aimerais bien avoir l'avis de d'autres personnes sur qu'est-ce qu'un projet sportif pour un club en Europe. Je vois. C'est ce que j'allais te demander juste avant d'aborder cette question, ce parallèle-là. Est-ce que du coup la Chinese Super League et globalement d'ailleurs les championnats asiatiques ne pâtissent pas du manque de mise en lumière qu'il y a en Europe et peut-être du coup du manque de prestige qu'on peut leur donner, leur conférer. C'est-à-dire que en fait ce qu'on peut accuser par rapport, enfin, ce dont on peut accuser Carrasco, Yannick Ferrara Carrasco et puis les autres joueurs qui sont partis là-bas pour des gros salaires, c'est d'aller dans des championnats qui, du point de vue européen, n'ont pas de prestige, n'ont pas de grands enjeux sportifs. C'est-à-dire que pour bien des Européens, gagner la Ligue des Champions d'Asie, ça, c'est très peu par rapport à gagner la Ligue des Champions européenne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas le même prestige, mais c'est une coupe quand même. Après, il y a une chose que j'ai lue sur des réseaux sociaux qui disait qu'il allait s'enterrer en Chine, ça allait être la fin pour lui pour la Coupe du Monde. Il y en a certains qui auraient dit, qui ont abordé le fait qu'il aurait pu aller à Marseille, qu'il aurait pu aller à Bordeaux, qu'il aurait pu être recruté par des joueurs des équipes de première ligue. Mais qu'est-ce que c'est qui est prestigieux d'aller jouer à Bordeaux? Qu'est-ce qui est prestigieux d'aller jouer dans des équipes de milieu de classement en champion, en English Premier League, ou aller dans une équipe espagnole mais qui joue le milieu de classement? En fait, les joueurs, ils y viennent, bien sûr. Il y a le côté marqué, il y a le côté argent. Il faut pas se leurrer. Quand on te propose de doubler ton salaire, je crois que n'importe qui sur Terre irait. Après, la personne va avoir du temps de jeu et ça va lui permettre de se relancer. On a vu Paulinho, on voit Axel Witsel qui est venu, il n'a pas perdu sa place chez les Diables Rouges. On voit Gilles, de Gilles, le défenseur. Gilles ou Renato Augusto qui sont là et qui ont été appelé très récemment avec l'équipe du Brésil. Donc Renato Augusto, il est même plus qu'appelé parce qu'autant Gilles, il est régulièrement appelé sur le banc un petit peu par Tite, mais il est un peu appelé parce que c'est un homme de main de Tite, hein, c'est un homme de confiance du sélectionneur brésilien. Mais autant oui, Renato Augusto, lui il est titulaire et c'est un homme du 11 de Tite. Donc voilà, il a absolument rien perdu en partant là-bas. Donc après, ça c'est aussi selon l'envie du joueur, parce que bon, on a vu qu'il y a des transferts qui ont carrément capoté quand ils sont venus en Chine. On a vu Carlos Tevez récemment. Il y a eu Jackson Martinez qui est venu. Bon, lui déjà, il n'a pas eu de chance parce qu'il s'est blessé. Et au bout de 2 ans, il s'est fait remercier. Là, ça a été fait hier. C'était clairement pas bien. Après, il y a d'autres joueurs qui sont venus. On va citer Nicolas Anelka. Il est venu, il a pris l'argent, il a absolument rien apporté à son club. On a eu quoi encore comme joueurs qui ont réussi et qui sont renommés, on va dire. Pato l'année dernière a fait une très bonne saison. Cette année, on espère que Gaëtan va faire Hulk est devenu un vrai pilier du Guangzhou Evergrande. Hulk est devenu un monstre, encore plus qu'avant. Avec une saison assez fabuleuse, notamment en Asian Champions League avec Shanghai. On a Oscar qui est là. Oscar, bon, l'année dernière, il a eu des petits problèmes, avec la fédération, mais il n'y a pas de raison que cette année il passe à côté. Moi, je pense que en fait, c'est une ligue un peu comme la MLS. Peut-être niveau inférieur au niveau technique avec tous les Sud-Américains qui arrivent en MLS, mais c'est assez intéressant pour pouvoir se relancer et avoir du temps de jeu pour les joueurs étrangers. Je suis même pas sûr que ce soit inférieur, puisque j'allais prendre l'exemple pour parler un peu de comparaison, et c'est toujours compliqué de comparer des championnats aussi lointains, mais par exemple quand on voit
les Kashima Antlers qui avaient affronté le Real de Madrid en Coupe du Monde des clubs en 2016, si je ne m'abuse, ils étaient loin d'avoir été ridicules. Ils avaient pas forcément fait jeu égal, le Real étant ce qu'il est, mais voilà, ils avaient fait une très très bonne figure. Ils avaient sûrement d'ailleurs été beaucoup moins ridicules que bien des équipes européennes face au Real Madrid, ce qui peut être une certaine preuve du niveau de cette Ligue des Champions d'Asie. Après, moi, j'avais une question quand même, c'est en admettant que certains joueurs qui, après tout, sont européens et ont la même méconnaissance que nous, souvent sur les championnats asiatiques, en admettant que ces joueurs partent en effet pour l'argent, pour suivre le fait que leur salaire sera doublé, et ça peut être possible. Est-ce qu'on peut pas penser qu'en fin de compte, ils découvrent sportifs sur place, à l'image, je pense justement à Hulk qui est parti pour une grosse somme d'argent, mais qui finalement a l'air d'énormément s'y plaire. Je pense à Oscar, je pense à Lavezzi qui a l'air de totalement s'épanouir là-bas et qui est en train de mener le Hebei tranquillement à de très belles choses, peut-être même continentalement. Puis il y a plein d'autres exemples. Tu l'as dit, Alexandre Pato. Enfin voilà, il y en a plein d'autres. Est-ce que au final, le projet sportif, on le découvre pas sur place pour les joueurs? Alors personnellement, je pense que oui, parce que c'est pas inné pour un joueur étranger de regarder la Chinese Super League. Les gens regardent surtout le foot en Europe ou le foot dans le pays là où ils le pratiquent. Après, c'est toujours pareil. Je suppute que les agents leur montrent quand même à quoi ça ressemble avant de venir. Après, le problème, c'est la capacité d'adaptation sur place au style de vie et à la culture sur place, qui est, comment dire, on va dire que c'est carrément à l'antipode de ce qu'on peut connaître en Europe ou en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Et du coup, au niveau culturel, ça fait un choc. Après, au niveau de footballistique, ça reste des personnes avec deux jambes, un corps, deux bras, une tête, avec certes peut-être moins d'aptitude, d'agilité ou de technique footballistique, mais qui sont très demandeurs pour apprendre et qui vont faire, enfin, l'avenue des grands joueurs va permettre de faire évoluer les joueurs locaux et d'élever le niveau du football chinois. Après, ça va être compliqué si on se retrouve qu'avec des Carlos Tevez. Pour en revenir rapidement au cas d'Alian Nifang, là dans ce cas présent, Yannick Carrasco part dans un club promu. Donc c'est pour ça que peut-être aussi on peut se poser la question du projet sportif, parce qu'autant s'il était parti dans un des géants continentaux que commence à être déjà d'ailleurs Guangzhou Evergrande ou que commencent à être les Shanghai, les Tianjin, etc. Est-ce que là on peut en effet pas se poser des questions par rapport au départ du Belge à Dalian? Franchement non, parce que si on reprend un parallèle exactement pareil, on a Witsel, Pato, on a Modeste qui sont partis dans un club promu l'année dernière. En 2016, on a Mbia, Gervinho, Kakuta, Lavezzi qui sont partis dans un club promu. Le Rebé a fait une première saison où il a fini 8e parce qu'il faut du temps pour pouvoir monter. Ensuite, le Tianjin Quanjian, lui, a monté très très rapidement, c'est-à-dire la première saison, il a fini 3e. Tout est une question en fait je pense que c'est pas parce que c'est un promu, c'est juste que les médias occidentaux malheureusement font très peu de recherches et ont une méconnaissance du championnat et ne voient que le côté financier, gros salaire, gros transfert. On l'a vu avec Cédric Bakambu où c'était la guerre absolue pour pouvoir faire les plus gros titres en disant il est devenu le joueur le plus cher, le joueur africain le plus cher de l'histoire, le plus cher de l'histoire. Mais Cédric Bakambu, c'est pas lui qui fait qu'il est le plus cher de l'histoire. Si on avait eu Samuel Eto'o, il aurait pu très bien devenir le plus cher de l'histoire. C'est juste que les clubs sont obligés de surpayer les joueurs au niveau des clubs et surpayer les joueurs au niveau des salaires pour pouvoir les faire venir. Parce que justement, c'est pas, ils vont pas jouer l'UEFA Champions League, ils vont pas jouer l'Europa League, ils vont pas jouer tous les matchs des derbies comme le Barça, ou comme tu trouves en Espagne ou en Italie. Le niveau est moindre, ils vont toucher un gros salaire, mais il y a quand même un projet sportif parce que le club
les fait venir, c'est pas anodin, c'est pas juste pour claquer des thunes et voilà, on l'a vu ces dernières saisons en plus avec les nouveaux règlements qui limitent le quota de 4 joueurs étrangers, les clubs sont de moins en moins enclins à acheter des grosses pointures et les laisser repartir un an après. On l'a vu là avec Alex Teixeira qui entame sa 3e saison, il me semble, au Jiangsu Suning, qui avait des velléités de partir. Jiangsu a mis son veto parce qu'il a un contrat de 4 ans. Il a un contrat de 3 ans ou 4 ans. Ils ont payé 60 millions. Normal que la personne ne parte pas. C'est pas les joueurs qui font la loi, c'est les propriétaires qui sont propriétaires des droits du joueur. Et c'est pas ni les agents ni les joueurs qui vont dicter leurs lois dans des clubs. D'accord. Et oui, comme tu le disais, la CFA, la fédération chinoise, a plutôt tendance d'ailleurs à mettre des règles en place pour réguler ces salaires et ces transferts. On l'a déjà bien évoqué d'ailleurs dans les AFC Corner et dans d'autres podcasts. D'ailleurs, en parlant de salaire, il y a eu le meeting de la Chinese Football Association qui s'est tenu juste avant la fin des transferts, là, je crois que c'était le 27 ou le 28, et il a été abordé le cas du salary cap qui va commencer à être discuté après la saison 2018 et qui devrait être mis en place en 2020 normalement, s'il n'y a pas de rebondissement entre-temps. Et un autre petit point qui a été abordé, qui touche plus au naming des clubs. À partir de 2021, tous les clubs devront avoir un nom neutre, c'est-à-dire plus de sponsors. On ne pourra plus avoir de Beijing Gohan, Dalian Yifang, Guangzhou Evergrande. Il faudra que le sponsor disparaisse du nom du club. Et en fait, on va se retrouver avec beaucoup de Guangzhou FC, Beijing United, ou peut-être on trouvera des choses exotiques un peu comme en J-League ou en MLS, ce qui pourrait être sympa. Très bien. Et aussi, voilà, le mot est pour moi à évoquer, la notion est à évoquer. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi un peu de condescendance, voire de racisme conscient ou inconscient en étant aussi méprisant vers le championnat chinois? C'est condescendant, on peut pas empêcher les gens d'être condescendants. Les Anglais sont condescendants envers la Ligue 1, une ligue de fermiers. Les Européens sont condescendants par rapport à l'Europe et par rapport à la MLS, même si la MLS, c'est un peu moins condescendant parce que c'est beaucoup plus exposé. En principe, quand on part en Asie, on s'enterre. Où on prend sa retraite. Personnellement, tous les 90% des joueurs occidentaux qui sont venus en Chinese Super League et qui étaient appelés en sélection le sont toujours. Donc, il n'y a pas de condescendance, juste il y a une sorte de condescendance, une sorte de racisme, non, mais de la condescendance, oui, parce que il faut faire des clics, il faut mettre des titres accrocheurs et malheureusement derrière c'est totalement creux. Très bien. Donc en résumé, on peut résumer la chose comme ça, en admettant que s'il est vrai que parfois il est probable que les joueurs partent peut-être plus appâtés par les sommes d'argent, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de projet sportif sur place. On atteste de nombreux succès, de nombreux transferts à succès, tels que sont, on les a cités, Hulk, Gilles, Renato Augusto, Witzel, Lavezzi, Modeste, j'en oublie sûrement, mais voilà, en résumé, on peut le résumer comme ça. C'est pas mal. Voilà, on peut le résumer comme ça. Ouais, voilà, exactement. Et même maintenant, on voit des joueurs européens qui sont recrutés en China League One. Bien sûr, alors là, c'est entièrement pour le gros chèque, mais avec aussi, pour certains, la volonté, comme ils sont en fin de carrière, 30 ans, autour de la trentaine, aider un club à être promu, surtout quand c'est les gros clubs comme Shenzhen, Wuhan ou encore cette année, il me semble qu'il y a aussi Guangzhou. Il y a Zhejiang, Greentown qui veut aussi monter, donc bon, sait-on jamais. Très bien, Emma, merci Sébastien.
on voulait te donner cette tribune dans la FC Corner, puisque ça fait plusieurs fois que tu pestes sur des articles ou des réactions sur Internet à des transferts chinois. Donc voilà, tu as pu t'expliquer une bonne fois pour toutes sur ces projets sportifs de clubs chinois. Eh bien écoute, on te dit à la prochaine dans la FC Corner. Ça sera avec plaisir, et puis n'oubliez pas d'aller voir le guide de la Chinese Super League qui vient d'être publié sur le site Lucarne Opposée. Tout à fait, ruez-vous sur ce guide très bien écrit et surtout très complet, puisqu'on est dans la FC Corner. Sachez que le guide de la Chinese Super League est sorti, et aussi celui de la K-League écrit par Baptiste Mourigal, que vous connaissez également. Salut Sébastien. Allez, zaijian, bye bye. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis encore une fois pour cette 5e émission, ce 5e AFC Corner. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!